Pour prendre le pouls des Américains à la suite de cette série de tentatives d'attentats à la bombe, je retrouve à New York Richard Chateauvert, qui est correspondant pour le réseau Cogeco. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Esther. Donc, vous vous trouvez à New York, en plein cœur de l'action. Dites-nous, quelle est l'ambiance là-bas? Écoutez, nous sommes toujours au cœur de l'action. Vous savez que depuis le 11 septembre 2001, New York est particulièrement ciblé par les terroristes islamistes. Évidemment, dans ce cas-ci, ce ne semble pas être du terrorisme islamiste, c'est du terrorisme américain. Mais les New-Yorkais sont stoïques. Ils assistent à un déploiement d'effectifs supplémentaires de policiers. Mais encore une fois, on a l'habitude des déploiements policiers à Times Square. Il y a en tout temps des policiers en uniforme de la division du contre-terrorisme qui portent des armes d'épaule, des armes semi-automatiques, tant pour rassurer les touristes que les New-Yorkais que pour dissuader les éventuels terroristes. Donc là, on a ajouté des forces supplémentaires, notamment du groupe de réponse stratégique de la police de New York devant les grands médias américains, évidemment devant les locaux de CNN qui ont été évacués hier après que CNN a reçu un colis piégé, mais devant le siège des autres grands médias américains. Dans les gares ferroviaires, les gares d'autocars, il y a habituellement des effectifs policiers, mais encore une fois, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a déployé une centaine de membres supplémentaires de la Garde nationale et ils sont très visibles, notamment dans la gare Grand Central Terminal, où les banlieusards prennent le train pour rentrer chez eux après une journée de travail ici à Manhattan. Donc, une sécurité qui est très présente, de toute évidence, dans la ville de New York. Richard, le président Trump accuse les médias d'être en grande partie responsables de cette colère de la société américaine. Il demande aux médias d'avoir un ton plus courtois. Expliquez-nous comment, justement, les médias américains sont en train de couvrir toute cette série d'attentats ou de tentatives d'attentats à des proches de démocrates ou des démocrates, carrément. Écoutez, ils essaient de s'en tenir aux faits. Décrire les faits, décrire les 10 engins explosifs, les cibles de ces engins. Évidemment, ils décrivent tous les tweets du président et les déclarations du président. Hier, on a eu un compte-rendu du rassemblement au Wisconsin dans lequel M. Trump a fait un peu d'autodérision en montrant qu'il se conduisait bien hier soir et qu'il attaquait moins ses adversaires, ce qui était le cas. Mais encore une fois, il s'en est pris aux médias, il s'en est pris à nouveau aux médias ce matin sur Twitter. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le président Trump admette jamais qu'il a tort ou qu'il est de quelque façon que ce soit à l'origine ou qu'il a pu influencer la situation politique. Ce n'est pas sa faute. C'est toujours la faute aux médias qu'il continue de qualifier de fake news. Oui. D'ailleurs, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a dit aux journalistes aujourd'hui, et je la cite, « Le président Trump n'est pas plus responsable de l'envoi de ces bombes à des démocrates que Bernie Sanders était responsable l'an dernier de la fusillade contre le représentant républicain Steve Scalise. » Qu'est-ce que les Américains pensent de ça? Est-ce que c'est une pensée qui est partagée par une majorité d'Américains? Je dirais que c'est une pensée qui est partagée par les supporters de Donald Trump. Mais il faut rappeler que Bernie Sanders ne faisait pas de déclaration incendiaire contre qui que ce soit l'an dernier. C'est vrai que c'est un de ses supporters qui a ouvert le feu sur une équipe de parlementaires républicains qui faisait un exercice en vue d'un match de baseball. Steve Scalise, le whip du Parti républicain à la Chambre des représentants, a été grièvement blessé. Il a subi plusieurs opérations chirurgicales, mais encore une fois, Bernie Sanders ne faisait pas de déclaration incendiaire. La situation est différente pour Donald Trump. Donc, les républicains font sans cesse des équivalences et tentent d'établir des équivalences entre ce que dit M. Trump et ce que disent les démocrates. Mais en fait, les démocrates, ils ne font que réagir et ils sont un peu moins incendiaires dans leurs déclarations que M. Trump. Mais encore une fois, on a un pays qui est très divisé, qui était divisé sous la présidence de Barack Obama. Et on est d'autant plus divisé que nous sommes, il faut le rappeler, à 12 jours de ces
très importante élection de mi-mandat. Mi-mandat, oui. En fait, vu du Canada, Richard, vous nous semblez aux États-Unis un pays maintenant très divisé, en effet. Vous vivez aux États-Unis depuis 22 ans maintenant. Si je vous demandais, quelle est la différence entre l'Amérique de Donald Trump et ce que vous avez connu lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis? Il faut rappeler que 2 ans après mon arrivée aux États-Unis, c'était l'affaire Bill Clinton, Monica Lewinsky. Et déjà, le pays était divisé. Il faut rappeler que M. Clinton a été soumis à la procédure d'impeachment. Il est devenu le deuxième président justement à être visé par l'impeachment. Donc, le pays était déjà divisé, mais ça a empiré parce que sous Donald Trump, les masques sont tombés. Il y a plus d'artifice. M. Trump fait ses attaques ouvertement, on le sait. Il a lancé sa campagne électorale le 16 juin 2015 en dénonçant les violeurs et les soi-disant violeurs et assassins mexicains, et ça n'a pas changé depuis. C'est tous les jours. Tous les jours, il attaque ses adversaires et M. Trump, sa marque de fabrique, c'est d'attaquer, d'attaquer et d'attaquer. En terminant, vous êtes donc maintenant, vous êtes américain. De quelle façon on sent la polarisation au sein de la société américaine dans la vie de tous les jours? Écoutez, on sent que les gens ne considèrent pas les Américains du parti adverse comme des adversaires. Ils les considèrent comme des opposants. Ce sont des valeurs qui sont complètement différentes. Bon, les démocrates, ce n'est pas nécessairement l'intervention de l'État dans l'économie. On sait que les démocrates sont plus favorables à l'intervention de l'État que les républicains qui, eux, sont complètement contre. Mais c'est dans les valeurs à l'égard de l'homosexualité, par exemple, des personnes transgenres. Chez les républicains, on rejette l'homosexualité, on rejette les personnes transgenres, alors que ici, à New York, évidemment, on n'est plus démocrate. Nous vivons dans un univers ici démocrate, surtout à Manhattan. Vous savez, il y a 5 arrondissements à New York. Il y en a 4 qui sont très démocrates. Il y en a un seul, Staten Island, où M. Trump a obtenu une majorité lors de l'élection présidentielle de 2016. Donc, la situation est un peu différente. Ouais. Ici, vous savez que sur la côte ouest et sur la côte est, les gens sont plus démocrates que républicains. C'est sûr que vous trouvez l'avantage dans un bastion démocrate. Richard Chateauvert à New York, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Merci, au revoir.